Bienvenue dans Les Vraies Voix que je vais animer seul puisque Cécile de Bénibus est absente. Vous la retrouverez bien évidemment lundi et on l'embrasse avec un trio qu'on va dire assez habituel le vendredi, qu'on retrouve régulièrement, bien évidemment, Philippe Bilger. Pas habituel. Non mais qu'on a déjà vu le vendredi, vous venez tous les vendredis. Ronny Chiche revient régulièrement le vendredi. Domenico est venu une seule fois le vendredi, c'est vrai. Jamais. Ah si, une fois. Si, une fois, ouais. Une fois. Ouais. Oui. Et il a pu revenir. Oui. J'ai fait un peu de place dans les meubles que vous avez laissés sur le côté. On va faire les présentations. Donc Philippe Bilger, ça va? Ça va. Vous êtes sur Tinder là en ce moment, je vous entends vous voir en direct sur votre téléphone. Pas du tout. Et En forme? en forme. René Chiche, lui, il est toujours en forme. Ça va, je suis ravi de vous voir. Hein. Oui. Toujours? Toujours. Et puis je suis ravi de rencontrer Domenico. Et ben, le plaisir Domenico est partagé. Giacron. prénom. C'est Merci. d'origine italienne, ça. Exactement. La J'ai mortadella. C'est J'ai ça. bien connu. La pizza. C'est ça. Domenico La Modugno. bardella. Chacun son tour. Domenico Modugno. Ah oui, Exact. Ça vous Chanteur dit rien, italien, ça, bien sûr. Domenico? J'étais un peu jeune, mais T'es un chanteur. Oui, je sais. mais on le sait. Et vous savez ce qu'il avait repris comme chanson française traduite en italien? Le téléphone pleure. Ah bon? Oui, Piange il téléphone en italien. Ah bah, allez-y, Oui, allez-y, absolument. chantez-la. Ah non, mais je la connais pas en italien. Tout Allez, ça, c'était pour nous donner le titre en au italien. menu des vraies voix. Ah là là. Un seul grand débat ce soir, puisqu'à 18h30, nous rendrons l'antenne pour le grand débat des municipales à Toulouse. Ce sera animé par Christine Bouillot, Béatrice Collin et Jean-Noël Gros, en partenariat avec la Dépêche du Midi. Un débat qui durera 1 heure avec les principaux candidats, donc Jean-Luc Moudingue, François Briançon, François Picmal et Julien Léonardelli. Ce sera de 18h30 à 19h30 sur Sud Radio. Ensuite, vous retrouverez bien évidemment le rugby. Un seul grand débat, donc ce soir, hausse des prix à la pompe, augmentation des factures de gaz, perturbation des importations. Le conflit au Moyen-Orient fait craindre une hausse des prix massive à l'instar de celle observée lors du début de la guerre en Ukraine. Et on vous pose cette question. Guerre au Moyen-Orient, craignez-vous une envolée des prix du carburant, du gaz et des produits alimentaires? Eh bien, vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et c'est parti pour le grand débat. Sai scrivere di già, è bella la tua casa. Maxime, tu l'as retrouvé pendant ce laps de temps? Exactement, je l'ai retrouvé. Piaggi il telefono, Domenico Modugno. C'est ce que j'ai dit. Je peux vous poser une question Oui. technique? Oui. Sérieusement. Oui. À 18h30, on peut partir, nous, Oui, si vous je pouvez comprends partir. bien. Ah bah non, Je tout veux compris. dire, Si vous voulez rester, vous restez. Hein. Mais on n'est pas, on n'intervient Ah pas. non. Vous c'est allez la pas vérité. écouter le débat, Philippe Bilger? Vous voulez pas écouter le débat, Philippe Bilger? Non, mais si on ne peut pas intervenir, Ah bah non, vous pouvez pas. comprends bien, Non. je comprends Mais on bien. est à l'antenne, là. Philippe Bilger, on est à On a l'antenne. l'antenne, là. hein. On a l'antenne, oui. Donc, on a l'antenne, hein. Allez, c'est parti. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Le téléphone pleure avec Philippe Piangi, il téléphono. Comme Philippe quel Bilgerino. italien, vous. Allez, vous pensez, vous avez peur d'une envolée des prix des carburants, du gaz et des produits alimentaires à 88%. C'est un sujet qui vous fait réagir et nous avons Julien en ligne au 0826 300 300. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Est-ce que vous craignez une hausse des prix? Eh ben, contre toute logique, ça ne répond à aucun raisonnement sensé, mais l'actualité va donner raison aux 88% des Français qui craignent cette hausse. Et pourquoi vous pensez que c'est plutôt... certains vont en profiter pour faire du gras, vous voulez dire? Ah, c'est ça. Disons que les gens vont réagir émotionnellement parlant. Hein. C'est le cerveau reptilien qui va partir et forcément, les gens vont se ruer dans les pompes. C'est déjà le cas. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu mon voisin avec sa Mercedes, son 4x4 et des jerrycans pour aller faire le plein. Ah oui, avec les jerrycans, alors oui, que- là, il prend des précautions, là, oui. Oui, alors que ça ne répond à aucune logique. Je veux dire, la France ne se fournit pas au Moyen-Orient. Nos principaux fournisseurs sont les États-Unis, l'Algérie et le Nigeria, qui sont dans les 4 premiers principaux fournisseurs De de pétrole. la France. Oui, de pétrole, oui. La France a l'obligation d'avoir à minima 90 jours de consommation, c'est-à-dire grosso modo 135 millions de barils en stock, en réserve stratégique. Donc il n'y a absolument pas à craindre une pénurie. Et pourtant, c'est nous qui allons nous-mêmes la créer, cette pénurie. Alors, on a également Didier, qui est entrepreneur. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir Philippe. Alors vous, est-ce que vous pensez que les augmentations de prix, c'est une arnaque ou est-ce que vous les subissez? Les subir, on est obligé de les subir. C'est déjà le cas depuis 48 heures.
Donc il y a déjà 48 heures sur le bord de la route, on avait des stations qui étaient à 2,14 au niveau du gasoil. Oui. 2,14. On nous explique qu'on peut rien faire et on sait pertinemment que le blocage des prix à la pompe peut être fait par le préfet de région dans chaque région. Oui. Pourquoi c'est pas fait? Ah bah ça c'est une bonne question. On nous explique qu'on a des stocks, mais au bout de 24 heures, ça a déjà augmenté. Alors, je vais rester avec nous, Didier et Julien. Moi, je vais vous expliquer ce que j'ai vécu. Mardi, le gasoil, je roule au gasoil, était à 1,74 à une pompe à côté de Sud Radio. Je me suis dit, bon, j'irai demain. Il était à 1,85 le lendemain. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui me téléphone le soir, qui me dit, je l'ai payé, alors pas à la même pompe, 1,99. Philippe Bilger, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que l'augmentation, parce que le pétrole qu'on met dans notre réservoir, il est en France depuis 3 ou 4 mois. Il n'est pas là, il n'est pas sorti du puits de pétrole samedi dernier au déclenchement de la guerre. Est-ce qu'on nous prend pas un peu pour des jambons? Jambon, je ne sais pas. Je n'utilise jamais ce type de métaphore, mais sérieusement, depuis hier, on apprend énormément de choses sur les pompes. Bon, et Philippe Bilger, que vous arrive-t-il? Non, et notamment le fait, c'est que le sujet, j'ai appris des choses hier et j'ai appris que les pompistes changent pratiquement chaque jour en raison de la cotation, et donc ils peuvent évoluer en permanence. Et donc je ne sais pas si on peut présumer une sorte de volonté de lucre absolue. Ils sont tenus par une cotation. Alors moi j'ai vécu, et c'est pas qu'en France, j'étais en Allemagne il y a quelques semaines et en allant faire des courses dans un centre commercial, on se dit elle est pas chère, on va prendre de l'essence, elle avait pris 10 centimes le temps qu'on fasse deux courses. C'est le litre, c'était incroyable. René Chiche, est-ce qu'on n'est pas en train de nous arnaquer un peu? À cette question, je peux pas vraiment répondre. Par contre, c'est vrai, déjà un cas pratique, moi aussi, c'est vrai, je suis moins automobiliste que vous, mais j'ai par exemple effectivement un ami qui a payé le litre, 1,92 €. 2,14. Voilà, 1,92 €. Bien ça. De toute façon, ce qui est certain, c'est ça. Ça a augmenté, C'est une évidence que ça a augmenté depuis le début du conflit, ça on peut pas le nier. Ah bah c'est clair. Bah voilà, exactement. Alors maintenant, il y a la fameuse risque de pénurie. Dans les stations-service, au même moment, comme l'a expliqué notre interlocuteur, théoriquement, on doit pouvoir faire l'interdiction de remplir les jerrycans. Alors, dans les pompes libre-service où il n'y a personne pour contrôler, là, si vous remplissez 50 jerrycans... Le risque, c'est qu'il y ait effectivement une avalanche d'automobilistes qui se ruent dans les stations par peur, par crainte. Donc, mais pour l'instant, c'est une certitude, ça a augmenté. Et d'ailleurs, si ça continue, ça pourrait à peu près, d'après ce que m'a dit mon ami là, automobile, ça pourrait faire à peu près 10 € par plein d'augmentation, 10 à 15 € à peu près, ce qui est énorme. Non mais vous prenez 20 centimes pour un réservoir à 50 litres, ça fait 10 €. Donc c'est quand même une réalité. Et on a Ludovic, un auditeur très fidèle, qui nous dit plus de 30 centimes en une semaine sur le litre de gasoil dans les Landes. Vous voyez un peu. Domenico, qu'est-ce que vous en pensez? On est en train de... Non, je pense pas qu'on nous prend pour des jambons, comme vous aviez dit tout à l'heure. Comme l'a souligné Philippe Bilger, ça répond au marché boursier, en fait. Et là, j'ai regardé tout à l'heure en venant. Si, par exemple, le prix du baril aujourd'hui est à 90 $ à peu près, on est en dessous, normalement, des 2 €. Le litre. Si il dépasse les 100, on est à 2, 120, 2,20, 150, 2,50. Voilà. Ça, c'est ce qui risque d'arriver si le détroit d'Ormuz reste bloqué. Après, comme disait Julien, on n'est pas dépendant. On n'est pas dépendant de ces pays-là au niveau de la fourniture. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça reste quand même une offre c'est le marché de l'offre et de la demande. Et au plus vous avez de demandes et au moins vous avez d'offres et au plus le prix augmente. Ça sera partout pareil. Et puis il faut rappeler une chose, je crois que pour le détroit d'Ormuz, il y a que 4% du pétrole qui passe le détroit d'Ormuz qui vient en Europe. Rien que l'Inde et la Chine, c'est 44%. Parce que nous, le pétrole qui vient d'Arabie Saoudite vient plutôt de la côte de la mer Rouge pour les terminaux pétroliers. Donc c'est pas nous les plus impactés, ça risque plus d'être les Asiatiques. On doit faire une pub. Vous êtes bien dans Les Vraies Voix, il est 17h13, on se retrouve dans quelques instants et on a encore un auditeur, Stéphane, qui est agriculteur, qui lui a pas vu une augmentation mais deux. Vous avez constaté des augmentations? Mieux que ça. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Domenico Cotron. On vous pose cette question. Guerre au Moyen-Orient, craignez-vous une envolée des prix du carburant, du gaz et des produits alimentaires? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Alors, on a Stéphane qui nous appelle, donc au 0826 300 300. Stéphane, vous êtes agriculteur dans le Gers. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, nous, on est victime de cette envolée au niveau du GNR. Ça a pris. Alors, c'est le gasoil non routier. Oui, le gasoil non routier. Il a pris 300 € les 1000 litres. 30 centimes le litre? Oui. Oui, en quelques jours, quoi. Ça a pris ça, et il y a un bon nombre d'agriculteurs qui ne se sont pas couverts pour leurs intrants faute du manque de trésorerie, et on va vivre quelque chose de grave, quoi. Sur les engrais, l'augmentation de 100 € la tonne, du moins pour cette semaine, sur tout ce qui est engrais azoté, et des problèmes de disponibilité, mais on nous prend pour des jambons, comme vous disiez tout à l'heure, parce que les stocks ils sont dans les ports, les sacs d'engrais sont prêts, et c'est de la spéculation. Vous parliez tout à l'heure du gasoil. J'ai un transporteur lundi matin, il part à 4 heures, il fait le plein à son camion, il était à 1,60. Il repasse à 10 heures, le gasoil il était à 1,80. Ah oui. Le gasoil, il était déjà dans les cuves, c'était pas de la spéculation, c'est vraiment qu'on nous prend pour des jambons. L'État devrait faire son travail de bloquer les prix et qu'ils arrêtent cette spéculation, quoi. Alors Stéphane, je vais vous poser une question, mais on a beaucoup d'auditeurs qui nous envoient des mails, qui réagissent. Là, j'en ai un qui nous a envoyé un mail, Guillaume, qu'on salue, et il nous envoie le prix de la pompe à Paris 15e. Il nous écoute donc probablement sur le 99.9 ou en DAB+. Je n'ai jamais vu le gasoil aussi cher de ma vie. Le gasoil pas premium, hein, le premier prix, 289, presque 2,20 € le gasoil, et le samplon 95 E10 à 1,969. C'est complètement fou, et le gasoil suprême à 2,29, 2,289, donc c'est fou. Stéphane, vous avez dit que vous avez pris 30 centimes d'euros par litre pour le gasoil non routier. Vous en consommez combien de litres par semaine ou par mois? Mais après, c'est suivant les époques de travaux. Mais dans l'année, moi, je consomme 45 000 à 50 000 litres de GNR. Ah ouais. 50 000 litres, donc multiplié par 30 centimes, ça vous fait un prix à grosso modo 15 000 €, une surcharge à 15 000 €, c'est ça? Oui, une surcharge à 15 000 €, oui. Et je vais vous poser une deuxième question. Les engrais, c'est 100 € la tonne. Vous en consommez à peu près combien par an? Mais après, moi, sur mon exploitation, c'est d'engrais azotés, c'est une centaine de tonnes. Ah donc 100 tonnes multipliées par 100 €, ça vous fait 10 000 € de plus encore. Eh oui, 10 000 € de plus, quoi. Donc là, oui, donc là, vous avez 25 000 € de charges qui vous tombent dessus dans votre compte d'exploitation. Oui. Oui, avec des prix des céréales qui sont bas. Je sais pas comment on va continuer à produire. C'est fou. En France, quoi. Philippe Bilger. Non, mais sérieusement, là, évidemment, devant cette situation presque tragique pour le futur de Stéphane comme d'autres, je ne sais pas, est-ce que dans ce cas-là, il y a des moyens que l'État met à la disposition ensuite pour réparer ces pertes et ces augmentations colossales de coûts, ou est-ce qu'ils sont obligés de tout gérer eux-mêmes? On a encore Didier qui est entrepreneur, on va demander à Stéphane, et Didier, Stéphane, l'État vous fait pas un petit rabais après un remboursement en fin d'exercice en disant bon là vous avez payé très cher? Non, on l'a directement, mais attendez, on paye des taxes sur les gasoils et on repaye de la TVA sur les taxes. Bien sûr. Vous croyez pas que c'est honteux? Mais ça, moi je pense que la taxe sur la TICPE, l'ex-TIPP, je trouve que c'est scandaleux qu'on paye 20% sur déjà un produit hyper taxé. C'est exactement ce qu'on parlait tout à l'heure quand j'ai expliqué que à l'époque il y avait la TIPP flottante. Oui. Je vois pas pourquoi aujourd'hui on la remettrait pas en place. Parce que l'État il perdait de l'argent donc il a voulu l'annuler. En même temps aujourd'hui on est en cas de crise et aujourd'hui certains la veulent. Hein. Mais aujourd'hui je vois moi surtout les agriculteurs qui sont déjà eux en train de perdre énormément d'argent. Là aujourd'hui ils vont en perdre encore plus. Il y a un moment donné
Avant-hier, on parlait de notre agriculture française, de savoir si c'était une fierté ou pas. À un moment donné, ces gens-là, il faut les aider aussi. Et il va falloir vraiment que l'État, aujourd'hui, se sorte les doigts, quoi. René Chiche. Alors, justement, Attendez, Stéphane, oui. Vas-y. Moi, l'an dernier, si je peux me permettre, entre les épisodes de grêle, de sécheresse et tout, sur mon exploitation, j'ai eu un manque de 100 000 euros. Oh la vache. Oh là là. Ah oui. De 100 000 euros. J'avais engagé du blé au mois de novembre 2024. Il y avait des prix qui étaient conséquents à 300, autour de 300 euros, des blés améliorants avec une certaine qualité, un taux de protéines, tout ça. J'ai revendu le même blé au mois de janvier, 180 euros. Ah oui. Ah oui, pas possible. Alors, attendez, on a Didier qui veut réagir. Didier, lui, qui est entrepreneur. Didier, vous, les véhicules qui tournent dans votre entreprise, par exemple, vous avez aucune aide de l'État. Si demain, le gasoil est à 3 euros le litre, tant pis pour vous, quoi. C'est une charge en plus. Non mais nous, non seulement on n'a aucune aide d'État, mais en plus il faudrait poser. Enfin moi je me pose plusieurs questions en fait. C'est quoi le but final? C'est de mettre tout le monde à plat? C'est d'écraser tout le monde et qu'il y ait plus ou qu'on puisse plus vivre de notre travail? Qu'est-ce qui va se passer? On va augmenter nos prix chez nos clients. On a aujourd'hui, quand on voit le gain que ça amène au niveau de la TVA, mais on n'est pas surpris en fait parce que je crois que le calcul fait. On doit être à 1,8 milliard, je crois, de gains de TVA supplémentaires. En plus, oui, parce que la TICPE, je crois que c'est la deuxième recette de l'État après la TVA ou la troisième derrière la TVA et l'IRPP. Et la TIPP flottante, je vois pas pourquoi ils la remettraient en route, puisque de toute façon, ils gagnent moins d'argent. Maintenant, moi, je vais vous donner un petit exemple quand même qui va faire rigoler tout le monde. Je pense, c'est que aujourd'hui, sur l'île de la Réunion, puisque moi j'ai de la famille là-bas, le gasoil il est à 1,25. Ouf. Et comment ça se fait? Ah bah comment ça se fait? Poser la bonne question. J'ai posé la question ce matin. J'ai téléphoné à la Réunion. Bah il me dit c'est simple. Il me dit de toute façon s'ils augmentent le gasoil ici, on fout le feu. Ah oui, effectivement, c'est assez radical. Bon, par contre, en revanche, ça fait un peu loin pour aller faire le plein. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et en plus, il faut prendre le bateau. Aujourd'hui, ça fait quand même un delta de 80 centimes. Non, mais c'est colossal. Alors qu'en plus, il faut l'amener sur place. Oui. Ils ont l'octroi de mer. Enfin, c'est un truc de malade. Enfin, vous avez entendu les prix que j'ai donnés, qu'un auditeur nous a envoyé de Paris 15e. C'est hors de prix. René Chiche. Alors, je crois que notre auditeur, au début, disait que seuls les préfets pouvaient bloquer les prix. Préfet de région, a priori. Non, j'ai pas dit seul. Ah oui. J'ai dit les préfets ont le pouvoir de le faire. D'accord. Et au-dessus du préfet, il y a donc l'État, il y a le ministre de l'économie. Moi, je trouve que devant une situation aussi exceptionnelle et aussi dramatique, on peut le dire, il faudrait que l'État bloque les prix, même si c'est temporairement, le temps que la situation... Attendez. Qui bloque les prix sur l'île de la Réunion, c'est le préfet? Ah, c'est le préfet qui bloque les prix sur l'île de la Réunion. D'accord. Donc c'est C'est pas compliqué, et vous faites tout le tour de l'île, vous prenez votre carburant dans n'importe quelle pompe, le prix est pas pareil. Ah oui, donc le prix est imposé, que c'est comme dans certains pays où le prix de l'essence est le même partout. Je dois ajouter quelque chose, c'est que là-bas, vous touchez pas aux pompes, vous avez des serveurs. Vous avez des pompistes qui viennent vous servir, et c'est 1800 emplois sur l'île. Alors ça, c'est un métier que j'ai connu quand j'étais enfant, mais qui a totalement disparu, le pompiste. Oui, moi aussi. Mais cela étant, le gasoil est moins cher, et en plus, on vous sert. Et pendant ce temps-là, vous allez prendre votre café, votre petit pain au chocolat. Ah bah c'est bien. Ah bah écoutez, on va envisager d'aller délocaliser une émission à La Réunion, ça peut être sympathique. Ça serait pas mal. Message subliminal à Patrick Roger. Il n'empêche pas que l'État devrait intervenir. Alors on parle toujours des préfets, bien sûr, mais les préfets de toute façon dépendent de l'État. Oui, donc déjà, ils sont aux ordres, les préfets. LFI propose, je crois, hier ou aujourd'hui, qu'on bloque les prix. Mais pas que. Il y a aussi une dernière chose. Mais il y a quelque chose. C'est Eric Coquerel qui a dit ça, oui. Merci beaucoup à vous tous qui avez réagi. Merci Stéphane, tout notre soutien aux agriculteurs. Merci Didier, on vous salue également. Et merci Julien, et on va suivre évidemment ce dossier de très près. Allez, dans quelques instants, les seuls contre tous. Philippe Bilger. Alors, je vais dire que j'en ai assez des constats qui ne servent pas à l'action. Magnifique. Et vous, Domenico Cotron? Une fois n'est pas coutume, je vais défendre Emmanuel Macron qui a répondu au message vocal qu'il a reçu sur un réseau social. Enfin, remarquable. C'est parti. Ça s'est passé dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche, Domenico Cotron, et c'est l'heure des seuls contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seuls contre tous.
Et Philippe Bilger voulait parler des constats. Oui, des constats. Je trouve qu'il y a une tradition française. Elle existe peut-être dans d'autres pays aussi impuissants sur certains plans que la France, mais la France adore faire un état des lieux. Et cet état des lieux n'est jamais neutre parce qu'en réalité, il sert la plupart du temps, après avoir fait une analyse souvent exacte et une autopsie très profonde de la situation qu'on appréhende, à se passer de l'action. On a une multitude de constats et le pire, c'est qu'on les renouvelle assez volontiers. Combien d'affaires, combien de situations ont été couronnées par des constats qui avaient déjà été faits, et on dit à chaque fois, voilà, on sait ce qu'on va faire. Le problème, c'est qu'on ne veut jamais tirer des conclusions opératoires, des constats, comme si en réalité on était dans une douce paresse étatique et que le constat nous donnait l'impression, comme la loi d'ailleurs, souvent, d'avoir accompli une action. J'espère être approuvé. Non, mais j'aimerais que vous soyez un peu plus clair, parce que quand vous parlez de constats, vous parlez de constats dans quel domaine? Dans tous les domaines. Quelques exemples, s'il vous plaît. Par exemple, j'ai lu hier un constat sur la réalité judiciaire dans Marianne. Eh bien, le constat, on l'a fait souvent. Les plus fragiles, les plus modestes en pâtissent. Une fois qu'on a répété ce constat, on attend de l'action. Mais ce sont des constats qui sont faits quoi? Par des journalistes? Par des journalistes, par des commissions, par des colloques. Voilà. Moi, vous êtes d'accord pour faire des constats c'est-à-dire que ça fait partie tout au long? Non, pas spécialement inutile, mais je pense que des constats, d'abord, ça fait partie de la réflexion un petit peu intellectuelle. Je trouve qu'un constat... Non, sérieusement, on peut faire des constats. Et ça n'empêche pas que... Pas à chaque fois, bien sûr. Ça n'empêche pas que ça peut entraîner des actions concrètes sur le terrain. Mais quand c'est jamais le cas, mon cher René. Ah ben non, mais là, vous globalisez, vous dites que tous les constats, toutes les réflexions, même vous parlez aussi, par exemple, j'imagine, d'audit, de choses comme ça. Bien sûr. Non, vous pourriez me citer un constat qui a abouti à de l'action? Oui, je sais pas, vous avez des constats, par exemple, je sais pas, sur l'environnement, sur même l'immigration, sur la sécurité, qui ont entraîné parfois des choses. Même sur l'éducation, on peut pas dire que tous les constats, toutes les études, c'est mon opinion, mon cher Philippe. Non, c'est mon opinion. Moi, je pense, Philippe, que c'est le problème de la schizophrénie française. On est tous là à faire des constats en disant la justice ne va pas, la police ne va pas. Rien ne va, mais quand nos gouvernants décident enfin de passer à l'action, vous avez la population française qui manifeste. Je vais vous donner un exemple très concret où on en a parlé il y a peu de temps et que ça a été un sujet bouillant, la retraite. Tous les Français sont d'accord en disant on constate que notre système de retraite a un problème. Le constat, il est fait par tout le monde. Dès que le gouvernement va prendre une décision, vous avez les mêmes Français qui constatent qu'on a un problème, qui vont dans la rue en disant... Ça prouve bien qu'après ce constat, il y a des décisions qui ont été prises quand même. Oui, mais derrière, c'est la vie, la société, derrière, on fait marche arrière en disant hop, les gens crient. Je suis d'accord, mais ça après, c'est le débat dans la société. Au départ, il y a un constat. Mais vous avez fait avancer le débat, contrairement à mon ami René. Mais réellement, vous avez dit, c'est très juste, Domenico, le constat en général, c'est pour dire que tout va mal. Mais en réalité, l'action n'est jamais accomplie pour améliorer. Philippe Bilger, je vais vous poser une question. Est-ce que le principal problème, suite au constat, c'est l'absence totale de courage politique depuis des années? Parce que faire des constats et ne rien changer, autant pas faire de constats. Hein. Mais non, mais arrêtez avec ce discours. Mais c'est vrai, mais reconnaissez que c'est vrai. Mais non, je peux pas reconnaître que c'est vrai, je suis assez d'accord. Allez-y, j'attends vos arguments. Mais je viens de vous dire que vous pouvez... Vous globalisez tout à chaque fois. Alors les constats ne donnent rien. Regardez la preuve qu'a donné Domenico.
Bah oui, la réforme de la retraite, oui. Il y a eu une décision qui a été prise, on est bien d'accord. Oui. On est bien d'accord. Oui. Ensuite, effectivement, il y a eu des mouvements sociaux. Oui. Mais ça, on peut pas les envisager à l'avance. Mais il n'empêche qu'il y a des décisions qui sont prises. Bien sûr, mais on a des constats surtout, par exemple, sur la justice. Et oui. Aujourd'hui, n'importe quel Français vous dira que la justice ne fait pas son boulot correctement. Les juges, pour la majorité, ne font pas leur boulot correctement. Il y a la loi et l'appréciation de la loi. Je suis désolé, monsieur Bilger, de remettre en cause la justice française. C'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est le problème pour moi. Alors, je vais remettre une louche à ce que dit notre ami Domenico et Philippe Bilger. En fait, c'est moi qui suis seul contre tous. Oui, parce que là, vous donnez... Non, mais c'est doublement, vous allez comprendre pourquoi. Allez-y. Parce que vous prenez la réforme des retraites. Pas que. Elle a été faite, mais elle a été très mal faite, au point qu'elle est insuffisante, premier point, et que deuxièmement, il y a toujours eu les mêmes dindons de la farce, qui sont les salariés du privé par rapport aux fonctionnaires de vos régimes spéciaux, oui ou non? Donc... Je vous écoute. Et ben donc, vous dites, on fait des réformes, mais on fait pas les bonnes. Donc c'est ça le problème. Vous faites des constats, et soit vous agissez pas du tout, soit vous agissez mal. C'est quand même une question qui se pose, non? Non, mais ça, c'est encore votre interprétation. Excusez-moi. On va pas parler que de la retraite, non. Parce que c'est vrai, mais parce que vous êtes en train de battre en retraite. Pas du tout. Je suis heureux de voir que j'ai été approuvé par tout le monde. Pas par moi, pas du tout. Mais vous, mon cher René, vous introduisez des dissidences parfaitement artificielles. Mais excusez-moi, est-ce que ce que je viens de dire n'est pas vrai? Non. Vous faites un constat. On parle de la retraite, on pourrait parler d'autres choses, je sais pas. Dans l'éducation, il y a eu des constats qui ont été faits, il y a des actions qui ont été entreprises. Jamais. Alors là, alors excusez-moi, sur l'éducation, jamais. Il se passe jamais rien. Et bien maintenant, c'est à Domenico Coltrane de nous faire son seul contre tous. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois n'est pas coutume, je vais prendre la défense de notre président de la République. C'est vrai que j'ai tendance souvent à le critiquer, à juste titre d'ailleurs. Mais cette fois-ci, je vais le défendre parce que j'ai vu passer qu'il a répondu à une adolescente de 15 ans sur les réseaux sociaux, suite à un message vocal qu'elle lui avait fait. Alors, le fameux en même temps de Macron, c'est de dire je veux interdire les réseaux sociaux aux gamins, mais par contre je leur réponds quand même. Ça déjà c'est un peu, c'est ce qu'il y a de paradoxal. Par contre, ce que j'apprécie, c'est d'avoir un président pour une fois qui rentre dans les codes en fait, qui reprend les codes de la société, qui aujourd'hui se remet à être entre guillemets proche du peuple. Les Français aujourd'hui voient ça d'un mauvais œil. On a eu plein de critiques sur Macron là ces derniers temps quand il était avec l'avion, les 4 chasseurs autour. Tout le monde l'a critiqué. Si c'est les États-Unis qui le font, tout le monde va dire c'est magnifique, c'est génial, c'est beau. À l'époque, c'était Sarkozy quand on l'a vu en survêt en train de courir, tout le monde se moquait de lui. Et quand on a vu Bill Clinton en train de courir en survêt, tout le monde applaudissait. Aujourd'hui, j'estime que pour une fois, Macron prend des bonnes décisions sur l'international, mais sur ce cas précis, je pense qu'il a fait son job de répondre directement aux Français. Moi, ce que j'attends de lui, et j'espère que un de ses conseillers écoute, c'est qu'il réponde plus encore aux Français directement, sans passer par la télé, sans passer par forcément la sphère médiatique, mais que quand un Français l'interpelle, qu'il puisse lui répondre directement. Oui, mais d'abord, Domenico, on a longtemps reproché au président de répondre directement à des citoyens. Mais là, j'aime beaucoup votre point de vue, d'abord parce que vous montrez que, contrairement à certains, vous savez évoluer, et que lorsque vous comparez à Leonarda, ça n'est pas pareil, et c'est un point important. Quand on voit bien le message de cette jeune Fatima, il est très correct. Et donc, il n'est pas vindicatif. Non, il est très correct. Oui, c'est clair. Voilà. René Chiche. Non, mais moi, excusez-moi, j'apprécie en plus Macron, moi, oui. Mais alors, je trouve que cette réponse est affligeante. Je trouve qu'en plus, vu le contexte actuel, c'est pas s'abaisser à répondre comme ça à quelqu'un. C'est sur X ou c'est sur Instagram, je crois. Non mais franchement, le président de la République actuellement, il a pas d'autre chose à faire que de répondre sur Instagram. Moi, je trouve cette façon de vouloir soi-disant être proche des gens parce qu'on répond maintenant sur les réseaux sociaux. Vous voyez, alors moi, il y a rien de pire que quelqu'un qui
joue là-dessus pour se dire proche des gens et des Français. C'est pas ça pour moi être proche des gens et des Français. Non, je pense pas que. Il a voulu jouer le rôle de un peu. D'ailleurs, il veut un peu se Trumpiser aussi là-dessus parce que Trump, il est très très fort là-dessus. Oui, Donald Trump est très réseaux sociaux. Voilà, exactement. Moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais il y a une énorme différence entre les deux, mais Philippe Bilger dans le micro, c'est mieux. Continuez à errer, mon cher René. Continuez à errer. Je vous demande de me présenter vos excuses. Non, moi je pense pas qu'il ait voulu faire la personne proche du peuple. Non mais si. Mais il a voulu. Mais je vais remettre mon grain de sel. Mais oui, il a voulu faire judge, montrer qu'il était proche des Français, des adolescents. Mais on n'attend pas ça d'un chef de l'État. À nouveau, vous montrez à quel point sérieusement vous mettez tout sur le même plan. Ah non, il a raison là. Carlito, ça n'a rien à voir avec Fatima. La réponse qu'il fait à Fatima, elle est fine, elle est normale, elle n'est pas démagogue. Tandis qu'il y a d'autres exemples que le président a vécu qui ont été catastrophiques. Philippe, vous êtes encore, pardonnez-moi, mais encore dans l'ancien temps. C'est-à-dire que vous voulez un président à la François Mitterrand qu'on voit toujours habillé en costume, cravate, et qui ne sort pas des clous de sa présidentialité. Moi, personnellement, d'ailleurs, c'est faux. Il fait souvent des trucs sur les réseaux sociaux. Macron, c'est pas sûr, mais c'est ce que j'aime moi en fait, c'est de voir quelqu'un qui aujourd'hui reprend les codes du peuple en fait, tout simplement. Regardez, je vais être très simple et très factuel. Philippe David, comment j'ai atterri derrière ce micro ? Je vous ai contacté sur les réseaux sociaux, vous m'avez répondu. C'est comme ça que se crée un échange. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'il a fait de mieux c'est pas gentil. Mais avant, en fait, c'est vrai que je me demande comment vous l'avez recruté. Avant, ça marchait beaucoup par les pistons, etc. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont importants. Non, mais ça n'a rien à voir là. Non, mais j'estime que un président de la République est capable, par les réseaux sociaux, de discuter directement avec le peuple. Désolé, je vais vous répondre, Domenico, mais après, je vais laisser répondre. Moi, je pense que trop de communication tue la communication. Alors, c'est sûr que je suis un ancêtre par rapport à vous, bon, sauf Philippe Bilger, qui a même connu Napoléon III et Jeanne d'Arc aussi, bien sûr, ça va de soi, mais il était très jeune, sous Jeanne d'Arc. Et moi, je pense que, désolé, ça va paraître ringard, mais dans l'esprit des Français, le président de la République, c'est le successeur des rois de France. Donc il a quand même un côté un peu sacré et sa parole doit être rare parce que si on l'entend tout le temps, à mon avis c'est ce qui a tué le quinquennat de Sarkozy, c'est qu'un chien se faisait écraser au fin fond de la France, pratiquement il allait dans la cour de l'Élysée pour s'exprimer. Mais on n'attend pas ça d'un président de la République. Je suis absolument d'accord avec vous alors que j'apprécie Macron. Mais là je le trouve ridicule et affligeant. Vous voyez, autant on l'a critiqué quand il avait ses lunettes de soleil. Là. Il y a plein de gens qui l'ont critiqué. Il avait un problème à un œil. Il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué. Je trouve stupidement. Ça je suis d'accord. Ridicule. Parce que si on a un œil qui est gorgé de sang, autant mettre des lunettes noires. Là, vouloir soi-disant établir un contact sur Instagram avec une jeune fille qui lui dit la guerre, elle parlait de la guerre en fait. Ouais, bien sûr. Mais d'abord, moi je trouve que c'est tellement abaisser le rôle du président de la République, abaisser son image. Mais pas moi du je suis tout, un peu pour ça. Mais on lève pas très peu de lignes, mais il explique de manière limpide la position de la France. Alors donc il a besoin de répondre à une jeune pour expliquer la politique de la France. Voilà une jeune fille qui... Écoutez, René, je vous écoute. De ma vie, de toute ma vie, et vous aussi d'ailleurs je crois, je n'ai jamais laissé un message sans réponse. J'ai répondu au courrier, et donc de la part du président, je trouve... Pourquoi vous riez? Arrêtez de vous caricaturer vous-même. Il est normal que le président ait répondu à une question dite avec délicatesse. Merci Philippe. Tout peut arriver. J'ai été intégralement d'accord avec René Chiche sur Emmanuel Macron, ce qui prouve que ce jour restera dans les mémoires. Allez, dans quelques instants, on va parler de la tournée de la semaine prochaine, puisque je vous le rappelle, avec François-Louis Bourneau, on sera tous les soirs chez les buralistes pour faire parler les Français, dont les vraies voix font parler la France, au sujet des municipales. Et on sera avec Serdar Kaya, le président national de la Confédération des buralistes, avec qui on va vous expliquer cette tournée. Et vous serez les bienvenus pour venir parler au micro et nous rencontrer dans les bars un peu partout dans le sud de la France. On se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix avec Philippe Bilger, René Chiche, Domenico Cotrone et à l'approche des municipales, Sud Radio part à la rencontre des Français. Du 9 au 13 mars, l'émission Les Vraies Voix font parler la France entame une tournée chez les buralistes. Nous sommes en compagnie de Serdar Kaya, président de la Confédération nationale de la Confédération des buralistes. Bonsoir Serdar Kaya. Bonsoir Philippe. Alors, comment est venue l'idée de cette tournée ? Elle est venue tout simplement parce que plus que jamais les buralistes font partie du territoire français. Il fait partie de ce patrimoine culturel et de nos villes et de nos villages. Donc c'est une tournée qui a plus de sens et plus que jamais aujourd'hui. Alors, c'est une tournée où on va être avec les vraies voix, en particulier les vraies voix qui font tourner la France. J'aurai le plaisir d'être avec François-Louis Bourneau. Alors François-Louis en pleine forme pour Bonsoir Philippe. Cette tournée. Je prends des forces. Vous prenez des forces. Je vais être en forme bien sûr pour parler à nos buralistes, même à tous les auditeurs qui seront là, parce qu'on aura aussi des auditeurs qui seront présents dans les bureaux bien de tabac sûr. Pour échanger, pour discuter sur des thématiques qui leur tiennent à cœur. D'ailleurs, on va les donner ces thématiques, on va parler sécurité, on va parler logement, urbanisme, bref, plein de sujets qui concernent directement les auditeurs. Alors, Serdar Kaya, on a le plaisir d'aller, je donne les adresses. Lundi, on sera au Tabac du Pain Vert à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Mardi, à Taïran, c'est en banlieue de Montpellier. Dans l'Hérault. Dans l'Hérault, absolument. On sera à Toulouse mercredi, au Tabac des Trois Cocus. On sera à Foulayronne. C'est le quartier des Trois Cocus, ça s'appelle comme ça, désolé. Jeudi, dans le Lot-et-Garonne. Et le 13 mars, nous serons à Bordeaux, à côté de la gare Saint-Jean. Ce qu'il y a de bien, notamment, c'est que ça va nous permettre de rencontrer beaucoup de monde dans des grandes villes ou des petits villages. Les buralistes, vous êtes vraiment le service public de proximité du plus petit village de France jusqu'à la capitale ? Complètement. On a tendance à dire qu'on est le dernier commerce de proximité. Je dirais on est le premier réseau de France. Et un buraliste est à 6 minutes de chaque Français. Ah oui. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et à vrai dire, c'est là où le monde se construit. Derrière un café, en prenant son journal, en achetant son loto. Eh bien le buraliste, c'est surtout là où on partage notre vie sociale. Et encore une fois, vous avez fait le bon choix d'aller voir ses collègues en ruralité dans les grandes villes pour dessiner l'avenir de nos municipales. Et pas apporter d'engueulade pour une fois, mais apporter convivialité. Et j'aimerais poser une question à ce jeune homme. Au fond, est-ce que vous allez aborder dans chacune de ces villes les problèmes de la vie municipale directement ou non ? Alors, c'est à moi de répondre. Alors, on va oui, donner j'ai la voulu parole. vous poser une question qui sorte un peu de votre question de Alors, cours. Serdar Kaya va aussi pouvoir répondre, mais effectivement, Philippe, on va donner toutes les réponses, surtout que veulent nous poser les auditeurs. Il y a beaucoup de questions qui se posent au sujet des enjeux des municipales, parce qu'on sera vraiment à quelques jours, et quand on terminera donc le vendredi 13, il y aura plus que 2 jours avant le premier tour. Absolument. Donc forcément, il y a des questions qui concernent les municipales, qui concernent tout le monde, qui concernent les citoyens, donc ça sera un enjeu. Absolument. D'accord. C'est bien donc les sujets prioritaires dont vous avez parlé, c'est les sujets qui préoccupent les citoyens de chacune de ces villes. Absolument. Et Serdar Kaya, on a eu quelques-uns des buralistes qui vont avoir la gentillesse de nous accueillir la semaine prochaine avec François-Louis Bourneau. A priori, il y a un vrai engouement des gens qui veulent venir parler au micro. Oui, c'est ce qu'on a eu depuis quelques heures, à la fois les candidats, à la fois les clients. Enfin, depuis qu'on a fait ce relais médiatique par notre réseau, on a des sursollicitations. Donc finalement, on voit que l'engagement pour les municipales est pleinement lancé. Oui. Et surtout, je pense que l'hospitalité des buralistes fait que les gens aiment venir chez nous pour échanger et discuter. Mais, René Chiche. Oui, c'est intéressant, mais là, vous allez les sélectionner, tous les gens qui... Ah non, ils viennent dans le bar. Ils viennent dans le café, on parle. Il n'y a pas une sélection au départ tout le monde est le bienvenu. D'accord, ok. C'est assez novateur comme système, non, Serdar Kaya ? Je dirais que les buralistes innovent en permanence pour se réinventer. Donc si on peut donner des idées pour les citoyens, raison de plus d'utiliser le réseau des buralistes. Alors ça commencera donc lundi. Je crois que vous allez même nous rendre visite, Serdar Kaya, pendant la tournée. Ouais, ça me permettrait de quitter les Hauts-de-France et le temps pluvieux pour venir dans le Sud-Ouest. Et en même temps, on va saisir l'opportunité de passer de vrais messages pour nos buralistes, parce que nous avons de vraies problématiques liées à la sécurité.
Et la sécurité des buralistes, c'est aussi la sécurité des villes et des villages, notamment liée au trafic de contrebande, de contrefaçon, par cette violence qui explose partout. Et je dirais, on avait le sentiment d'insécurité auparavant. Désormais, l'insécurité, elle existe vraiment dans nos commerces. Et là-dessus, on a vraiment besoin de passer un message. Et il faut que ces élus qui seront plus tard en place prennent conscience que c'est un enjeu majeur pour l'ensemble des citoyens. Et je rappelle la tournée, lundi nous serons à Aubagne à partir de 17h au tabac du Pain Vert qui est 19 avenue Roger Salingros à Aubagne. Le mardi nous serons à l'Héraultais qui se trouve 10 rue du Jeu de Maille à Téhéran. C'est juste à côté de Montpellier. Mercredi, on sera au tabac des Trois Cocus, 12 rue des Colonels Paul Payol à Toulouse. Jeudi, nous serons à Foulayronne, au Maryland Café, avenue du Vallon de Vérone. C'est dans le Lot-et-Garonne, donc. Et vendredi 13, nous serons au Saint-Germain Tabac Presse à Bordeaux. C'est juste à côté de la gare Saint-Jean. Merci beaucoup, Serdar Kaya. Et on va suivre ça de très près en votre compagnie. Et merci de nous accueillir chez les buralistes. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est l'heure des insolites de la semaine, les vraies voix, pour mettre un peu de légèreté. Alors, il s'est passé un truc fou dans le sultanat d'Oman. Il y avait un concours de beauté de chameaux et 20 chameaux ont été disqualifiés. Savez-vous pourquoi ? Je sais pas, ils avaient... Une bosse trop petite ? Non. Ah, mieux que ça. Eh bien, ils ont été disqualifiés pour tricherie, parce que pour les rendre plus beaux, certains avaient subi des injections de botox dans les lèvres, le nez et la mâchoire pour adoucir les traits. D'autres ont reçu de l'allicide hyaluronique pour gonfler les lèvres, du silicone pour remodeler le nez et même des hormones pour gonfler le corps, et même certains ont injecté du silicone dans les bosses. Tout est possible. Hein. Mais c'est injuste, ils n'avaient peut-être pas donné leur accord. Ah bah ça, ils n'avaient pas donné leur accord, ça c'est clair. Par contre, Philippe, les chameaux ne demandent pas à être rapatriés en France. Non, c'est... Alors, il y a une chose dingue qui s'est passée sur une autoroute à côté, sur l'A43 en Savoie, une région que vous connaissez bien, je crois, Philippe Bilger. Ouais. Une voiture avec 4 personnes à bord a pris feu. Ils se sont arrêtés après un tunnel, et avec l'incendie, le frein à main électrique qui était serré a lâché, et la voiture est partie en descente. Elle a descendu l'autoroute sur 3 km, accrochez-vous bien, et c'est un poids lourd qui, voyant le danger qui arrivait, a serré la voiture avec son poids lourd pour aller la frotter entre lui et le rail de sécurité afin que la voiture s'arrête. Elle était en flammes. Et il a commencé à éteindre l'incendie avec son extincteur, et les secours, il avait prévenu les secours a priori en même temps, et les secours sont venus éteindre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vraiment bravo à ce chauffeur de décoré. C'est un héros, c'est un héros. Alors lui, je pense qu'il mériterait vraiment la Légion d'honneur. Et alors un tweet très drôle de la semaine. C'est Jérôme Kerviel qui l'a fait. Il y a un type qui est en une, il a marqué « Il braque une banque pour fuir sa femme et aller en prison ». Et Jérôme Kerviel retweet en mettant « Putain, c'est ça que j'aurais dû plaider ». Je trouve ça extrêmement drôle. Mais il a énormément d'humour. Il a beaucoup d'humour. Je trouve très pénible cette médiatisation de Kerviel. On oublie ce qu'il a fait. Je trouve ça scandaleux. Enfin, et d'ailleurs, plusieurs fois, vous avez fait il a beaucoup d'humour. À Kerviel. D'accord, mais moi, j'oublie pas ce qu'il a fait. Enfin, excusez-moi, il y a des gens, à mon avis, s'ils avaient été un peu responsables, on peut pas perdre autant de pognon sans contrôle de la direction. Oui, Philippe Bilger, mais moi je suis toujours du côté des petits, vous êtes toujours du côté des grands, c'est mon côté social par rapport à vous. Moi je ne suis pas du côté des malhonnêtes, mon cher Philippe. Eh bien écoutez, dans quelques instants, je vais râler. Vous êtes contents ? On se retrouve dans quelques instants. Et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. Allez, c'est... Retour des vraies voix sur Sud Radio, des vraies voix un peu plus courtes ce soir puisque nous rendrons l'antenne juste avant 18h30 pour le grand débat des municipales à Toulouse, un débat animé par Christine. Mais pourquoi vous riez ? Parce que vous avez dit un peu plus courte. Ça a éveillé chez nous trois une sorte de vous quoi ? Non, pas du tout. Un débat animé par Christine Bouillot, Béatrice Collin et Jean-Noël Gros en partenariat avec la Dépêche du Midi. Ce débat opposera Jean-Luc Moudinque, François Briançon, François Picmal et Julien Léonardelli, les 4 candidats dont les listes sont données en tête au municipal dans la Ville Rose. On aura dans quelques instants un ministre des TPE-PME, ensuite l'incontournable qui c'est qui l'a dit, puisque là on va voir vraiment le niveau intellectuel des vraies voix, et j'ai quelques doutes en voyant celle du soir, mais tout de suite, il faut encore et toujours râler. Les vraies voix Sud Radio, le coup de gueule de Philippe David. Comme
Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village très lointain qui s'appelle Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Pourquoi Kaboul ? Parce qu'on vient d'apprendre dans une tribune publiée par le Figaro Vox quelques-unes des pires mesures contenues dans le nouveau code pénal institué en janvier par le régime des talibans. Un code pénal promulgué sans vote ni consultation de qui que ce soit, le mot démocratie étant aux talibans ce que l'intelligence est aux influenceuses de Dubaï. Ainsi, dans ce code pénal d'un nouveau genre, les violences conjugales sont institutionnalisées avec cependant une limite: ne pas fracturer d'os. Vous avez bien entendu, pour les talibans, vous pouvez taper votre femme, mais ne pas lui casser d'os, auquel cas, vous pourriez avoir des soucis avec la justice avec des guillemets qui s'impose vu les crimes qu'elle commet. Enfin, des petits soucis puisque, pour un bras cassé, la peine maximale prévue est de 15 jours de prison. On est loin de la peine prévue pour adultère qui est la lapidation en place publique, une peine rétablie en mars 2024 avec ces mots de Hibatullah Akhundzada, le chef suprême des talibans, je cite: vous direz peut-être que la lapidation est une infraction des droits des femmes. Bientôt, nous allons appliquer ce châtiment à l'adultère et lapider des femmes en public. Nous allons publiquement flageller des femmes. Une position validée par la Cour suprême du pays, qui a assumé alors le refus de céder aux pressions internationales sur la question. Mais le pire dans ce tout nouveau code pénal est le quantum des peines. Ainsi, si casser un bras à une femme peut vous valoir 15 jours de prison, la maltraitance d'un chameau est punie d'une peine minimale de 6 mois d'incarcération. Une situation qui prêterait à rire si la situation des femmes afghanes n'était pas aussi tragique. Devant une telle barbarie et surtout une telle bêtise qui fait des animaux une espèce mieux protégée par la loi que les femmes, on a envie de hurler, des hurlements dans le vide pour ces femmes afghanes qui, il y a 50 ans, se promenaient en mini-jupe dans Kaboul. Preuve que rien n'est jamais définitivement acquis. Jamais. Philippe Bilger. Quand on pense à ce qu'avait dit Jean-Yves Le Drian il y a des années, en annonçant que ces talibans, et moi-même, allaient être plus modérés que les précédents, et moi-même, j'ai pu croire une seconde. Je vous coupe, il avait parlé de talibans inclusifs. Vous avez raison. Il avait juste oublié gay-friendly. Mais donc, on a pu croire, enfin, moi j'avoue que on avait l'impression, et il jouait avec beaucoup d'habileté à l'époque, mais c'est une horreur tout de même. C'est tout ce que vous décrivez, c'est les violences qui me frappent le plus, c'est-à-dire une espèce de morale dans l'ignoble. Quoi, c'est hallucinant. René Chiche. Ça s'inscrit dans la logique des talibans qui sont arrivés au pouvoir en 2021. Non, mais qui sont en revenus. 96, une première fois. Voilà, qui sont revenus 2021, avec le départ des Américains. D'ailleurs, on voit le résultat, mais malheureusement, ils ont cru que ces talibans seraient peut-être un peu plus inclusif, moderne, comme on dit. Alors ça, moi je n'y ai jamais cru. Moi non plus. Eh bien, je vous arrête. Il n'y a pas que Le Drian, le département d'État américain disait la même chose. C'est ce que je vous dis, les Américains aussi. Excusez, c'est vrai, sont crus. Mais en fait, la logique des talibans maintenant, c'est terrible. C'est en fait l'éradication pure et simple de la femme dans la société afghane, puisque les femmes n'ont aucun droit maintenant. Elles n'ont pas le droit de travailler, elles n'ont pas le droit de chanter. C'est effrayant. Même pas parler entre elles. Voilà, elles ne peuvent rien. C'est terrible. Alors, j'attends quand même maintenant la réaction après cette horrible nouvelle que vous avez annoncée si brillamment. C'est vrai en plus. J'attends maintenant la réaction des mouvements féministes en France. Ah ben là j'ai un peu cherché. Concernant les Afghanes, voyez. Et en plus, il me semble pas non plus que les institutions internationales élèvent vraiment le ton contre ce gouvernement taliban qui est affreux. En plus, c'est marrant que vous parliez il y a 50 ans l'Afghanistan, parce que moi j'ai un très très bon ami à moi, afghan, qui a quitté avec sa famille l'Afghanistan et qui d'ailleurs, entre parenthèses, est devenu l'un des producteurs de Madonna. Il s'appelle Mirwais, c'est un très bon ami d'enfance. Oui. C'était un très bon ami d'enfance, enfin de lycée. Enfin voilà, il me racontait la vie à l'époque en Afghanistan, qui était une vie d'une liberté mais extraordinaire, une vie intellectuelle, culturelle. Mais donc j'attends le mouvement. Et d'ailleurs, dernière chose, Trump, dont j'approuve bien sûr personnellement, même si elle est pour l'instant un petit peu floue, dont j'approuve l'intervention en Iran, est-ce qu'il n'aurait pas alors maintenant le choix aussi d'intervenir en Afghanistan contre cette société tellement obscurantiste? Vu les pertes qu'ont eu les Américains en Afghanistan, après là, les Soviétiques, ils n'y retourneront pas. Oui, mais vu que personnellement, moi, honnêtement, je suis écœuré par ça. Mais ce qui me fait d'autant plus peur, c'est de voir le nombre de migrants qui viennent d'Afghanistan
en Europe, en Allemagne, en France. Et j'ai peur qu'à la longue, cette charia imposée par les talibans vienne petit à petit grignoter nos libertés à nous en tant qu'Européens et remettre le droit des femmes en cause en Europe. C'est sincèrement ce qui me fait penser. Je parle pas de tout de suite ou dans 10 ans. Je parle des générations futures, celles de mes enfants, voire de presque un jour mes petits-enfants. C'est ceux-là qui vont me faire vraiment peur. C'est vraiment pour ça que je suis inquiet. Et surtout, reconnaissons une chose, les Afghans qui viennent en Europe, c'est que des hommes pratiquement, il n'y a pratiquement pas de femmes a priori. Ouais. Alors que si vraiment il y a un sexe qui est persécuté, alors moi j'aime pas le mot genre, j'ai horreur des mots genre, théorie du genre, s'il y a un sexe qui est vraiment encore plus mal que l'autre en Afghanistan, c'est évidemment les femmes, parce que quand on voit que c'est plus grave de maltraiter un chameau que de casser le bras de sa femme, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit bon, le coup de gueule du jour, il est tout de suite trouvé, j'ai même pas cherché autre chose, tant j'étais comme vous trois révoltés. Merci beaucoup les amis. Un ministre des TPE-PME, ça vous dit? Ah oui, oui, bien sûr. Moi. Eh bien écoutez, vous partez. Et on va retrouver un ministre dans quelques instants. Il nous viendra de Béziers. Ah oui. Ah bah. Ah évitez-nous le calembour. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Pour des vraies voix avec Philippe Billiger, René Chiche et Domenico Cotron. Et c'est l'heure de Si vous étiez ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et nous prenons la direction de Béziers. Bonsoir Rémi, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir, bonsoir. Vous venez d'être nommé ministre des TPE-PME et quelles seraient les premières mesures que vous prendriez? Déjà, merci au gouvernement d'avoir enfin écouté la demande des Français. 77% veulent plus entendre parler les chefs d'entreprise de PME. Donc maintenant que j'y suis, j'ai 5 mesures, dont une phare à mettre en place avec une activation dès demain matin. Oui. Ah bon, on les écoute. Alors la première des choses, c'est que je demande à toutes les chaînes de magasins de France d'afficher publiquement l'origine de la zone économique de la production du produit. Si ça vient d'Europe, ça doit être indiqué. Si ça vient de Chine, ça doit être indiqué, de la zone asiatique. Si ça vient d'Amérique du Nord ou d'un autre continent avec une libre circulation de marché, ça doit être indiqué obligatoirement. D'accord. Je pense qu'il y aura 2 impacts immédiats si cette application elle est mise en œuvre. C'est la première et la principale, c'est que dès demain, les chaînes de magasins feront l'effort d'aller chercher des producteurs européens et donc relanceront par conséquent la réindustrialisation en Europe. Des chaînes de magasins, évidemment, comme Action, il y a beaucoup de produits Made in Asia, seront dans l'obligation de mettre du Made in Europe également dans les rayons. Cette désindustrialisation, c'est la conséquence de 40 ans de politique qui sont désastreuses et aujourd'hui l'Europe est quasiment totalement désindustrialisée. On rentre dans une deuxième étape qui est la commercialisation. Donc je veux recommercialiser en remettant la transparence de l'origine de la zone économique des produits dans les magasins pour réindustrialiser. Ça c'est ma première étape phare. Oui. Et il y en a 4 autres qui en découlent. Alors très courtes les 4 autres pour faire réagir les vraies voix, monsieur le ministre. Oui, bien sûr. Alors, la deuxième autre, c'est diminuer les charges salariales de ceux qui respectent les lois sociales grâce à une augmentation des taxes des producteurs qui ne respectent pas les règles du jeu. Je cible encore évidemment les productions qui viennent de Chine. L'objectif est simple. C'est augmenter le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent, des Européens, des Nord-Américains, augmenter notre pouvoir d'achat, le tout en augmentant les charges sur les produits importés massivement d'Asie, avec des lois sociales qui ne sont pas les mêmes. D'accord. La troisième chose, c'est la simplification pour les gérants d'entreprise du code du travail. Le code du travail, c'est 1,5 kg. Je suis chef d'entreprise de PME et je suis également juge au tribunal des prud'hommes et je peux vous dire que personne n'y comprend plus rien. C'est trop compliqué. Trop de lois tuent la loi. Enfin, ce que je mettrai en place dès le lendemain matin, c'est une organisation retravaillée grâce à un appel et une mobilisation générale que je fais en direct de votre radio maintenant auprès de tous les chefs d'entreprise à la retraite issus de la génération des baby-boom qui ont une gestion des PME qui est formidable et je pense que ce sont ces gestionnaires-là que nous devrions appeler pour remettre en place
et remettre sur les rails les hôpitaux, les mairies, les centres médicaux, avec une réorganisation pour que quand on prenne rendez-vous, eh bien le délai ne soit pas si long que quand on arrive, on est soit mort, soit guéri. Oui. Et voilà, c'est les quatre principales. Monsieur le ministre, on va le faire réagir. Tiens, un entrepreneur, Domenico Coltrone. Exactement, merci monsieur le ministre pour votre programme. Et moi, il y a un petit truc qui me chagrine, c'est que vous nous avez parlé des entreprises et des entrepreneurs européens, mais quid des entrepreneurs français, monsieur le ministre? Très sincèrement, je pense que aujourd'hui, si on se concentre sur un combat qui est déjà mort, parce que il y a eu 40 ans de politique européenne, en ciblant la production française, je pense pas qu'on y arrivera de cette façon-là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est un continent avec une libre circulation des marchandises et des personnes, et donc il faut penser européen, il faut penser plus grand, et c'est notre seul moyen d'être compétitif face à des géants industriels comme la Chine, les États-Unis. Donc j'essaye de mettre en place une politique européenne et pas française, parce que ce serait une erreur d'ailleurs qui est reprise par souvent le RN. Monsieur le ministre, René Chiche. Je voulais revenir un petit peu sur vous avez évoqué la baisse des charges sociales, c'est ça ? Exactement, pour qu'il y ait une différence moins importante entre le salaire brut et le salaire net, que la force du travail et la valeur du travail soient à nouveau revalorisées. Mais alors, monsieur le ministre, pourquoi aucun gouvernement ne l'a fait encore ? Tout simplement parce que nous n'avons pas l'argent. Et donc, moi, je propose pas seulement de réduire cette charge, je propose de la réduire, mais en contrepartie d'augmenter les impositions sur les produits qui sont importés d'Asie. Donc, il n'y a pas de dépenses, c'est une régularisation. Philippe Bilger. Moi, je suis impressionné par la qualité de son projet. C'est vrai. Alors, je ne sais pas s'il est opératoire demain, mais en tout cas, c'est assez extraordinaire, je dirais, sur le plan de l'intelligence et du bon sens. Et pour que je l'ai compris, c'est quelqu'un de très remarquable. Bah, c'est quelqu'un qui sait parler à tout le monde, sinon vous n'auriez jamais compris, vous. Hein. Absolument, non, mais vous voyez, vous n'avez pas besoin de m'accabler davantage, je le dis moi-même. Monsieur le ministre, merci à vous, bravo. Bah, si vous voulez venir débattre, hein, comme vous êtes à Béziers, vous connaissez Téhéran, à côté de Montpellier ? Bien sûr, bien sûr. Eh bien, on y sera mardi soir. Si vous voulez venir débattre avec les vraies voix, vous êtes évidemment le bienvenu pour les vraies voix font parler la France. C'est évidemment de 19h à 20h. Et je vous redonne l'adresse exacte et précise. C'est à l'Héraultais, 10 rue du Jeu de Maille à Téhéran, en très proche banlieue de Montpellier. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et désormais, on va passer, je pense, à un examen qu'on devrait passer pour pouvoir être ministre. Parce que le qui c'est qui l'a dit. Ah oui. C'est quand même quelque chose. Ça vaut le concours de Polytechnique ou un master à Harvard, hein, non ? Depuis que je perds, je considère que ça n'a plus d'importance. Vous êtes d'une modestie, Philippe Bilger, qui est quand même surréaliste. Qui c'est qui l'a dit ? Qui c'est qui l'a dit ? Oui. L'extrême droite fait sa campagne tranquillement. La diabolisation de LFI occupant tous les coquerelles. Bonne réponse de René Chiche, Clémence Guettet. J'ai l'impression qu'il a révisé, vous croyez pas ? Non, il est très doué. Non, mais attendez, excusez-moi, je gagne tout le temps, quasiment. Ah si. Arrêtez. Bah si. Franchement. Mais écoutez. Il est modeste, lui aussi. Hein. Là, monsieur l'arbitre, il joue la montre. Allez, deuxième question. Qui c'est qui l'a dit ? Mélenchon se voulait Mitterrand ou Lénine, il finit comme Soral et Dieudonné. Valls. Bonne réponse. Ce matin chez Maxime Liedo. Ils ont de la mémoire en plus. Enfin, excusez-moi, la mémoire, c'est très bien d'avoir écouté notre ami Maxime Liedo qu'on embrasse ce matin, mais Philippe Bilger, à 18h20, la mémoire de ce qui s'est passé ce matin et il y a 10 heures auparavant, c'est pas... Valls, il l'avait dit avant. Oui, mais il l'a redit ce matin. Oui. Oui, mais moi je voulais dire ce qu'il avait dit avant. En termes de mauvaise foi, dans la famille Bilger, je cherche le père. Qui c'est qui l'a dit sur Donald Trump ? On n'est pas tout à fait sûr qu'on n'a pas une guerre entre les mains d'un apprenti sorcier. Petit indice, là ? Non, c'est pas un ministre, c'est une femme. Loiseau. Nathalie Loiseau. Bonne réponse. Vous avez posé votre portable là ou pas ? Non, mais attendez. Oui, absolument. C'est Nathalie Loiseau, députée Renaissance au Parlement européen. Oui. C'est René qui prend son envol. Qui c'est qui l'a dit ?
La France a besoin du retour de la droite aux responsabilités dans ce pays. Oh, ça pourrait être Bruno, ça. Ouais, Bruno Retailleau. Retailleau. Non, c'est pas Retailleau. Non, c'est pas Retailleau. Lisnard, Wauquiez. Non. Non, C'est Bellamy. surprenant. Oui, c'est Bellamy. surprenant. C'est surprenant parce que c'est quelqu'un qui est au gouvernement. Oui. Alors c'est quand même un peu un scud pour son Premier ministre. Ah ouais, Darmanin. C'est Non. Philippe Tabarot. Oh là là, Mais il est- bonne réponse Il de connaît pas que les René Chiche. transports amoureux, hein. Qui c'est Je le qui savais. l'a dit Les boustiflants. sur des alliances avec LFI entre les deux tours? On ne donne pas de consignes au niveau national aux campagnes municipales. Je sais. Ce sont les adhérents de chaque ville qui prennent la Marine décision. Tondelier. Bonne réponse de René. Mais oui, Chiche. il a même dégoté ça. Pas du tout. Ben, il est doué, hein. Je suis d'accord avec vous, Philippe. Ça a plus aucune Non, mais importance. quand t'as des alertes sur ton portable AFP, toi, tu mais les as. moi, j'ai Mais je les pas retiens tout de d'alerte. suite. Ah bon? Vous avez des alertes Ben pour oui, bien Marine sûr. Tondelier? Mais non, mais Pour tout. Bon, après, je te dirai. Ah, Qui c'est d'accord. qui l'a dit? Question cinéma. Oh là. Oh là, René Chiche. Ah non, ça dépend. Si c'est une réplique, ça dépend. C'est une réplique. Ah oui, non. Il paraît que celui qui a inventé la bombe atomique, il aimait vachement les gens. Alors arrête de me rendre service, tu veux? Ah oui, attends. Alors c'est un film comique qui a cartonné Oui. il y a près de 50 ans, avec deux acteurs qui sont malheureusement disparus. Et c'était très drôle, et il y en a un, c'est vraiment une plaie pour l'autre. C'est pas Lino Ventura et Non, Jordan? c'est pas l'emmerdeur. C'est pas l'emmerdeur. Non, il y a une chanson pour le film qui a cartonné, qui a été un gros tube chanté par Renaud. Renaud. Ah oui, Marche à l'ombre. Lève Bonté. Marche à Non. l'ombre. Non. 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 Viens, Viens chez moi, j'habite j'habite Viens Oui. chez moi. Non, je lui donne. Viens chez moi. Non, je fais du j'avoue, social, il a 0 J'ai point. même 2 points. Je fais du social. Non, 1 point. Viens chez moi, j'habite chez une copine, ça vaut 1 point. Mais ça fait 2, viens chez moi. Viens chez moi, j'habite chez une copine, 9 points pour Philippe Bilger. Qui c'est qui l'a dit? C'est un homme qui a marqué l'histoire. Sur notre planète, comme sur un jeu d'échecs, les cases blanches de la prospérité jouxtent les cases noires du malheur. Il a été chef d'État d'une très grande puissance. Il est mort il y a 4-5 ans. Mandela? Non, une grande puissance mondiale. Alors c'est Clinton? Il était Obama. reconnaissable par un trait physique sur son visage. Gorbatchev. Ah oui. Bonne réponse de René Chiche, Mikhail Gorbatchev. Et 4-5 ans, attendez. Oui, il y a 4-5 ans qu'il est mort, Gorbatchev. Vous pouvez vérifier. Mort. Je croyais Ah oui. Ah non, bien sûr. Je pensais que vous nous aviez induit en erreur. Qui c'est qui l'a dit? La France doit aider contre les frappes iraniennes, même si cette guerre n'est pas la nôtre. Ah, je l'ai vu. On a parlé de lui tout à l'heure. Pas Barreau? Non, on a parlé de lui tout à l'heure dans Jean-Yves le Le coup de Drian. gueule. Jean-Yves Le Ah oui. Drian, ancien ministre des Affaires étrangères et des Armées. Allez, une dernière question. Qui c'est qui l'a dit? Je ne me mêlerai pas de 2027. Macron. Bonne réponse de Philippe Bilger. Eh bien, écoutez, on n'a pas le temps de faire une dernière question, Maxime. Hein. Si vous avez le temps, vous pouvez y aller, allez-y. Qui c'est qui l'a dit? Un très